À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, une technologie de sécurité renforcée semble s'imposer comme une évidence par les autorités. Mais derrière cette promesse de sûreté, deux questions fondamentales émergent. Une telle surveillance est-elle réalisable sans empiéter sur nos libertés? Et sommes-nous prêts à accepter ce niveau de contrôle? Pour bien comprendre de quoi il retourne, nous verrons les rouages et les craintes qui tournent autour de cette technologie. Et dans un deuxième temps, nous verrons dans quelle mesure ce qui devait être une expérimentation pourrait très certainement devenir pérenne. Bienvenue sur Ça coule de source. Focus aujourd'hui sur l'événement sportif que toute la planète attend, les JO 2024. Mais cette année pour les Français, ils ont une petite saveur particulière car ils marquent la mise en place d'un système de sécurité hors norme qui s'accompagne d'un tout nouveau dispositif de surveillance qui pourrait rogner sur nos libertés. Et on peut dire que le gouvernement met le paquet pour sécuriser la compétition. L'objectif est clair, éviter à tout prix tout acte de terrorisme ou de violence. Mais avec 30 000 spectateurs pour la cérémonie d'ouverture et près de 15 millions de visiteurs attendus, cela ne va pas être chose facile. Le dispositif de force de l'ordre est déjà impressionnant. 30 000 policiers et gendarmes réquisitionnés, 25 000 agents de sécurité et 20 000 militaires de l'opération Sentinelle déjà mobilisés par le plan Vigipirate. Ça commence à faire. Sans compter que pour la première fois dans l'histoire, la réunion des unités d'élite du GIGN, du RAID et de la BRI se feront sous un même commandement. À cela se rajoute le QR code qui fait son grand retour pour canaliser toutes les personnes qui souhaitent accéder aux zones où se déroulent les épreuves. L'utilisation des drones et la cybersurveillance en cas d'attaque informatique seront aussi de la partie, je vous rassure. Du coup, on devrait être pas mal. Eh bien visiblement non, puisque le maître mot pour ces JO, c'est sécurité absolue. Et pour ce faire, il faudra détecter et anticiper tout acte délictuel ou criminel. Inutile de vous dire que cette tâche ne sera pas confiée aux forces de l'ordre, non. C'est l'IA qui fera tout le travail. Et c'est ainsi que je vous présente, mesdames et messieurs, la VSA, la vidéosurveillance algorithmique. Cette technologie a la capacité d'analyser des milliers d'heures de vidéos en temps réel issues de caméras de surveillance pour détecter et catégoriser des comportements jugés comme suspects ou anormaux. Son utilisation marque un premier tournant, car la France est le premier pays européen à légaliser la surveillance biométrique avec la loi spécifique sur les Jeux Olympiques. Revenons justement sur ce côté biométrique justement. La loi est très claire. Dans l'article 10, il est spécifié que les traitements mentionnés au premier du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique. Alors, pourquoi évoquer ce terme? Regardons ensemble les 8 événements prédictifs qui seront autorisés pour bien comprendre. Présence d'objets abandonnés, présence ou utilisation d'armes, non-respect du sens de circulation commun, franchissement d'une zone interdite, présence d'une personne au sol, mouvement de foule, densité trop importante de personnes et départ de feu. Si l'on se base sur le sens strict du terme, ce n'est pas de la biométrie, certes, où les visages seront analysés et corrélés à une identité, mais si l'on creuse un petit peu plus loin, n'est-ce pas ce que l'on nomme la biométrie comportementale? Il faut avoir à l'esprit que cette mise en place marque une rupture dans le traitement des images. Là où cette compétence était le fruit de l'activité humaine, on se retrouve avec un transfert de compétences qui se fait aux machines maintenant. Même si au final, la main humaine a le dernier mot, cela interroge quand même. Imaginons un instant qu'après une épreuve au Stade de France, les gens se pressent pour prendre le bus par exemple. Les caméras pourraient détecter cela comme un mouvement de foule. L'homme derrière la machine pourrait lui valider cela comme une menace alors qu'il n'en est rien. Le premier danger est là. Quand on s'appuie sur l'automatisation d'une tâche, il est presque naturel, je dirais même humain, de se laisser porter malgré les risques qui sont en jeu. Mais au-delà de la fausse alerte, le deuxième danger pourrait provenir de la stigmatisation de certains groupes vulnérables comme les SDF ou les malades mentaux, qui ont des comportements que la machine va détecter comme atypiques. D'ailleurs, je vous pose la question, si vous savez surveiller, n'allez-vous pas inconsciemment modifier votre comportement? Et oui, ça existe, et c'est ce qu'on nomme le chilling effect. Mais un des points les plus importants, si ce n'est le plus important qui nourrit de grandes inquiétudes, est la reconnaissance faciale.
Pour le moment, les autorités l'ont affirmé, il n'y aura pas de reconnaissance faciale. Et pourtant, des associations de défense des libertés comme la Quadrature du Net estiment au contraire que nous sommes déjà dans une forme de surveillance biométrique. Cette technologie identifie, analyse, classe en permanence les corps, les attributs physiques, les gestes, les silhouettes, les démarches qui sont incontestablement des données biométriques. À cela, je rajouterai que de la vidéosurveillance algorithmique à la reconnaissance faciale, il n'y a qu'un pas. Car techniquement, il suffirait simplement d'activer une fonctionnalité sur certains logiciels des caméras de surveillance algorithmique. Et le tour est joué. Pourtant, l'IA Act, loi unique au niveau mondial qui encadre les systèmes d'intelligence artificielle est formelle. Il est interdit d'utiliser des systèmes de surveillance de masse dans les lieux publics. Sauf qu'il existe des régimes dérogatoires, comme par exemple la préparation des JO de Paris. Attendez, je ne sous-entends pas par là que la reconnaissance faciale sera activée, mais plutôt le fait que nous sommes sous un régime exceptionnel. Donc, pas d'inquiétude, cela ne va pas perdurer dans le temps. Un peu comme le plan Vigipirate. Aïe, c'est peut-être pas le bon exemple. Et oui, même s'il a fait l'objet de révisions au fil du temps, ce plan Vigipirate est quand même activé sur notre territoire depuis 1995, soit presque 30 ans, alors qu'il est censé être temporaire. Peut-être qu'avec la VSA, ce sera différent. En tout cas, la Quadrature du Net n'est pas de cet avis. Selon elle, c'est la généralisation de la surveillance qui se dessine derrière ces prétendues expérimentations. Comme je l'évoquais à l'instant, il y a du provisoire qui dure. En tout cas, nous sommes sur une phase d'expérimentation et ce jusqu'au 30 juin 2025. Arrêtons-nous un court instant sur ce terme expérimentation. La Quadrature du Net nous donne une nouvelle fois un aspect intéressant. Cette expérimentation pendant les Jeux Olympiques doit être vue comme une simple étape vers la légitimation et la pérennisation de ces technologies. En évoquant un dispositif au caractère temporaire et réversible, ce concept d'expérimentation permet de rendre une technologie aussi controversée que la VSA plus facilement acceptable pour le public. Nous avions interrogé le juriste Marc Gauthier à ce sujet. Écoutons ce qu'il a à dire. Nous sommes clairement à un seuil de basculement de concepts civilisationnels. L'Occident s'est très développé sur la notion de protection des droits de l'homme, des libertés individuelles, sur des systèmes juridiques et politiques qui se sont développés depuis plusieurs centaines d'années, notamment je pense à la France avec la révolution de 1789, les droits de l'homme, et puis ensuite tout le système juridique qui en a découlé jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est clairement avec ces nouvelles technologies, avec comment dire, l'intrusion autorisée et généralisée dans la vie des gens, que ce soit l'identité numérique, les passes sanitaires vaccinaux, le passe carbone, les monnaies numériques, et bref, tout ceci forme en fait un environnement qui va à l'encontre de notre construction civilisationnelle identitaire, avec les libertés individuelles et le droit de l'homme au centre de cette structure, versus ce qu'il y a dans les pays un petit peu plus en Orient, comme la Chine par exemple, je pense, où la construction de leur civilisation à eux, c'est plutôt axé sur le groupe. D'ailleurs, en 2019, la CNIL dénonçait déjà ce qu'elle appelait l'effet cliquet. Et oui, une fois qu'on y a goûté, on ne revient pas en arrière. L'histoire nous apprend-elle quelque chose là-dessus? Eh bien, pour avoir une vision plus large au niveau international, le Patriot Act aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre, devait être temporaire et sont devenus permanents, augmentant ainsi les pouvoirs de surveillance des agences fédérales américaines. Vous avez aussi l'Anti-Terrorisme Act au Canada, le Prevention of Terrorism Act au Royaume-Uni et la Ley de Seguridad en Espagne. Tous étaient initialement prévus pour être appliqués de manière temporaire, mais ont tous été pérennisés. Et les JO sont les parfaits catalyseurs pour tester ces technologies de surveillance. Les JO de Londres, en 2012, avaient servi de prétexte pour déployer la vidéosurveillance ou encore la Coupe du monde de football en 2018 en Russie, qui avait ouvert la voie à la reconnaissance faciale. Et certains profitent pour se faufiler dans cette fenêtre de tir pour l'expérimenter sur leur territoire, comme le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a voté, jeudi 21 mars dernier, le déploiement de la VSA dans tous les lycées
et les trains de la région. Et ce ne sont pas les seuls, puisque de l'aveu même du ministre, c'est déjà en place sur notre territoire et de manière illégale. Mais alors je vais vous dire quelque chose, il y a plein de communes de France qui le font déjà. La question est de savoir si est-ce qu'elles le font légalement. Mais il y a plein de commissariats municipaux, je mets des guillemets, puisque c'est une compétence police municipale, qui utilisent des logiciels qui permettent de voir la voiture qui, à 3 h du matin, entre 3 h et 4 h du matin, roule vite au coin de la rue et est toute jaune. Voilà. Alors, qu'en est-il de la reconnaissance faciale? Devons-nous nous inquiéter? Un début de réponse nous est donné par Disclose, qui révèle que les forces de l'ordre ont acquis en secret un logiciel d'analyse d'images de vidéosurveillance de la société israélienne Briefcam. Depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur dissimule le recours à cet outil qui permet l'emploi de la reconnaissance faciale. Et le Sénat, de son côté, pousse pour renforcer l'arsenal législatif avec 41 recommandations, dont la pérennisation de la VSA, comme par exemple la recommandation numéro 18. Déterminer un cadre d'évaluation objectif, précis et standardisé des expérimentations de dispositifs de vidéoprotection augmentée et garantir le respect des obligations d'information du public. D'ailleurs, la proposition de la loi déposée le 5 avril 2023, baptisée « Reconnaissance biométrique », introduit un cadre juridique très strict pour l'utilisation de cette technologie, notamment la reconnaissance faciale. Premièrement, la loi établit des lignes rouges interdisant fondamentalement l'utilisation de la reconnaissance biométrique en temps réel dans les espaces publics, sauf dans des conditions exceptionnelles et bien définies. Ces exceptions sont permises uniquement sous forme d'expérimentation. Tiens, on y revient. Là encore, c'est temporaire. Nous parlons d'une durée de 3 ans. Mais heureusement, la CNIL est là pour protéger nos libertés. Sauf que cette dernière manque cruellement de moyens et a plus maintenant un rôle consultatif et d'observateur que de véritable contrepoids. Alors, dans ces conditions, comment ne pas s'interroger sur la pérennisation de cette VSA et un basculement vers la reconnaissance faciale? Tout au long de l'émission, nous avons vu que le temporaire tendait à devenir durable. Même si à l'heure actuelle, le modèle chinois avec son système de surveillance en temps réel et son crédit social sont vus comme une ligne rouge à ne pas franchir. Qu'en sera-t-il dans quelques années? C'est ce que confirme Marc Gauthier. Il n'y a qu'un pas vers le crédit social à la chinoise. Sachant que la tendance de ces démarches est souvent de renforcer la discrimination en augmentant d'abord et avant tout le contrôle sur les populations déjà surcontrôlées. Alors, voulons-nous d'un système où chaque citoyen se retrouve scruté et épié au travers de la technologie? Devons-nous craindre qu'un jour, une frange de notre population soit discriminée au travers de ces dispositifs, comme peuvent être les Ouïghours en Chine, qui sont sévèrement persécutés? Je sais, ces choses-là ne peuvent pas arriver, mais l'histoire semble nous apprendre que certaines choses inenvisageables un temps prennent pourtant vie quelques années après. Merci mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre émission. Je vous remercie et vous invite à vous abonner si ce contenu vous a plu. Nous on se dit à très vite et en attendant, prenez soin les uns des autres et restez libres.